Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Ça fait un moment que j'ai pas sorti de vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de PC Linux OS, une distribution Linux, comme son nom l'indique, qui a pour but un petit peu de, on va dire entre guillemets, révolutionner les codes. Donc déjà révolutionner les codes dans le sens où, si je vous dis une distribution qui utilise des RPM avec APT. Là déjà, vous allez commencer un petit peu à vous gratter la tête, vous allez commencer à vous dire qu'est-ce que c'est que ce truc. Deuxième chose, une distribution qui se veut être une transition plutôt fonctionnelle avec Windows, donc un environnement de transition assez facile, assez sympa à utiliser. Donc si jamais vous cherchez PC Linux OS, qu'est-ce que vous allez trouver en premier dans votre moteur de recherche? Donc, euh, donc tellement cool que euh, les comment s'appelle que les glaçons en sont jaloux. Donc ici vous avez quelque chose d'assez sympa, des actualités, quelque chose de plutôt cool qui est réellement mis à jour, régulièrement. Donc là, on a les ISO de janvier qui ont été créés le 14 janvier, voilà, enfin le 13 janvier plutôt, et qui ont été rendus disponibles le 14 janvier. Donc on a toutes les informations, qu'est-ce qui a été mis à jour, voilà. Donc la version de Plasma a été mise à jour aussi le 14 janvier, et on a un suivi. Donc là déjà, c'est assez sympa. Donc rien qu'en janvier, déjà, on a 8 posts qui ont été faits. Puis tous les mois, ça varie entre 1 pour 2010 et on aura peut-être comme record, voilà, 25 en octobre. Voilà, donc en octobre 2019, il y a eu beaucoup de mises à jour, beaucoup de choses qui ont été faites. Voilà, donc notamment GIMP, Plasma et autres. Donc est-ce que c'est réellement intéressant d'avoir ça? Moi je dirais que oui quand même, parce que c'est bien d'avoir une petite continuité. Donc là, tout à l'heure, je présentais ceci, donc ftp.nl/uug.nl/pub/os/linux avec un L majuscule /distr/pc linux os/pc linux os/live-cd, c'est le repository qui va vous permettre de récupérer les ISO de PC Linux OS. Donc notamment, ici vous avez 64 bits qui contient les ISO officiels, donc les ISO de base. Vous avez une maté, une KDE classique, une KDE Darkstar qui a été modifiée par l'un des patrons de KDE, enfin de PC de la PC Linux OS KDE, la KDE 5 Magnum qui est encore une autre version modifiée qui j'ai l'impression est une version complète, donc qui doit contenir le KDE complet, une XFCE et une XFCE allégée. Donc, sachant que la XFCE ne pèse que 1 Go 1, ce qui est assez faible pour une distribution Linux. Alors, sachez quand même que ce n'est pas une distribution Linux qui est si dépouillée que ça, il y a quand même pas mal de choses, donc par exemple les serveurs d'impression sont présents par défaut. Voilà, il y a quelques autres petits trucs qui sont quand même présents par défaut, donc c'est pas non plus quelque chose de vide. Par contre, si on va voir dans la partie communautaire, on retrouve donc une OpenBox et une OpenBox Mini. Donc moi celle-là je l'ai, j'en ai fait une VM, et c'est la première que j'ai essayée. Ensuite, on a la Trinity, donc TDE, TDEPL, donc je suppose que c'est une version polonaise, mini. Et on a Trinity Big Daddy qui doit être la version complète de Trinity avec l'intégralité de ce que vous avez besoin dedans. Alors, moi perso, j'ai pris la TDE mini, Trinity Desktop Environment. Donc du coup, j'aurais testé les deux ISO communautaires de PC Linux OS. Et j'ai décidé d'intégrer la KDE Darkstar parce que je me suis dit que c'était aussi une distribution une spin plutôt de PC Linux OS, qui méritait un petit peu d'intérêt. Je trouve que c'était quelque chose qui devait être discuté. Donc là, notamment, vous avez accès à toutes ces distributions-là sur le site. Voilà, donc vous avez toutes les différentes respins de PC Linux OS de disponibles. Donc moi ici j'ai setup 3 VM. Donc d'ailleurs je tiens à remercier JP qui m'a envoyé le 21 janvier un message privé sur Telegram pour me proposer de tester PC Linux OS et qui m'a donné quelques petits tuyaux, donc qui m'a dit donc notamment essayer la KDE Darkstar et puis voir ce que ça donne. Alors là ici il va m'ouvrir Chrome, n'est-ce pas? Voilà, donc ici voilà la KDE Darkstar qui est sur un autre repository. D'ailleurs ce repository là est plus lent, pclosuser.com, je vous recommande d'utiliser
le ftp nlUUG.nl. Vous irez beaucoup plus vite. Donc, la phase de crédit étant terminée, maintenant, on va pouvoir se concentrer sur les distributions. Donc là vous allez vous dire, alors là, il y a une distribution en bas qui est sur l'out-of-box experience, donc j'ai pas encore cette nom, parce que je voulais vous montrer l'out-of-box experience, que l'on va compléter ensemble. Là, ici, vous avez une open box qui est configurée, donc j'ai tout installé, vous avez 3 tonnes d'applications, donc Wine est préinstallé, VirtualBox, enfin j'en ai installé un petit peu dans tous les sens. Via les dépôts par défaut, je n'ai pas rajouté de dépôt tiers, parce que déjà, de 1, je ne sais pas comment faire, et de 2, ça n'est pas intéressant. Donc là, vous avez énormément de choses que vous pouvez faire par défaut. Vous avez des outils propres à PC Linux OS, que je vais vous montrer par la suite. Sur la version OpenBox, parce que je l'ai correctement réglé, j'ai correctement réglé ce qu'il y avait à régler. J'ai rajouté beaucoup d'applications, mais toutes ces applications-là, tout ce que vous voyez là, c'est disponible dans les dépôts classiques de PC Linux OS. Il n'y a pas de Flatpak, il n'y a pas de Snap, même si vous pouvez les avoir, vous pouvez très bien installer des Flatpak et des Snap, mais je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc là, vous avez vraiment une quantité de programmes. Je dirais même limite que là, j'ai carrément blotté la distribution, j'en ai mis vraiment dans tous les sens. Enfin bon, là, il y a quand même deux pans d'applications seulement pour la catégorie vidéo. Et c'est à peu près pareil pour la catégorie son. Voilà. Il me semble que pour le son, voilà, il y a aussi une part. Voilà, il y a 2 pans de texte pour. Donc, je vais pouvoir vous montrer dans application, configuration, configurer votre ordinateur. Donc, alors, le mot de passe, comme d'habitude, cette fois-ci, j'ai mis 1, 2, 3, 4. Je vous le donne parce que je m'en fous complètement. Donc, vous avez ici les barres de fenêtres de OpenBox, tout ce qui est de plus classique. Là, vous avez installé et désinstallé des logiciels. Donc, ça vous ouvre Synaptic, c'est assez classique, il ne se passe pas grand-chose. Vous avez toutes les catégories ici. Est-ce que le Synaptic est-il récent? Non. Mais bon, à la rigueur, on s'en fout pas mal, puisque bon, Synaptic est de toute façon quelque chose qui est en train de disparaître peu à peu. Ça, c'est évident, mais même Debian est en train progressivement de s'en débarrasser au profit d'autres systèmes. Voilà, donc il me semble d'ailleurs que sur la Debian Buster, il n'est plus proposé par défaut, c'est quelque chose qui est à installer maintenant. J'avais lu ça, il me semble, sur les forums de Debian. Donc là, vous avez les services réseau, donc vous avez des scripts pour configurer le DHCP, pour installer même un serveur DHCP sur votre distribution. Et là, par exemple, vous voyez un bouton annuler, un bouton suivant. Vous vous dites, mais ça, c'est du GTK3, c'est le thème Adwaita. Oui, c'est le thème Adwaita qui est proposé par défaut, comme je l'ai indiqué ici sur mes notes là-haut. Alors, le thème d'icône proposé par défaut, de ce que j'ai cru comprendre, c'était du Breeze. Donc, si on va par exemple sur le File Manager, on a les icônes de KDE. Moi, perso, je trouve ça assez joli. Et je trouve que les icônes de KDE Plasma sont assez propres, pas de soucis. Vous pouvez également configurer le DNS, synchronisation de l'heure, et autres. Explorer, configurer le matériel. Donc là, par exemple, vous avez un système de détection de matériel qui va vous proposer éventuellement des pilotes à installer si besoin, des configurations à faire. Donc là, par exemple, ici, sélectionner les options du périphérique courant. Je peux aller mettre quelques paramètres personnalisés. Idem pour la carte Ethernet. Si je veux rajouter des arguments au pilote, je peux tout à fait le faire. Configurer le serveur d'affichage, vous pouvez choisir votre pilote graphique ainsi que les paramètres de votre serveur X. Donc ça peut être assez intéressant. Donc là j'en ai réglé quelques-uns par défaut. Alors VMware Virtual Video, j'aurais peut-être mieux fait de mettre VirtualBox, en effet. C'est assez évident. Après le problème c'est que ça fonctionne pas à tous les coups. Voilà, c'est que j'avais mis VirtualBox, mais je crois qu'il a dû repasser sur VMware tout seul. Alors, c'est à présent l'une des distributions, pour la version OpenBox, en tout cas je n'ai pas encore testé la Trinity et la KDE, elle vous montrera quelque chose d'assez exceptionnel, quelque chose de similaire à ce que j'avais sur la OpenMamba d'ailleurs. Des bugs assez moches. Et je précise, le lock screen que vous voyez n'est pas vraiment buggé finalement par rapport à l'autre. Alors l'autre, la OpenBox, je l'ai configurée pour qu'elle n'affiche plus le lock screen, pour qu'elle se
pour qu'elle démarre automatiquement, mais la KDE, le lock screen n'est pas buggé, ça ressemble exactement à ce qu'on trouve sur l'OpenBox. Vous pouvez également configurer votre imprimante, un onduleur, donc ça personnellement je trouve ça assez sympa. Bien évidemment sur la barre de tâches, si vous jouez avec la roulette, vous avez comme d'habitude les bureaux virtuels. Alors moi perso j'ai horreur des bureaux virtuels, je n'aime pas ça. Mais certaines personnes peuvent aimer ça. Donc vous pouvez configurer les paramètres internet, voilà. Et donc là ici vous pouvez importer les documents et les réglages de Windows, donc il vous explique comment faire, c'est assez pratique. Vous pouvez configurer des partages réseau, donc ça aussi c'est une très bonne chose. Vous pouvez donc gérer les partitions de vos disques durs, ça n'est pas un Gparted modifié ou quoi que ce soit, c'est vraiment très très interactif et c'est pas un truc qui serait sorti de je ne sais où, franchement, c'est vraiment, on va dire entre guillemets maison. Alors, rien ne dit que ça n'est pas un front-end de Gparted, mais en tout cas, c'est propre, ça fonctionne bien. Vous pouvez configurer votre pare-feu. Alors là, ça n'est pas UFW non plus, je m'attendais à ça, mais visiblement, c'est plus propre que ce que je pensais. Donc là, vous avez les outils d'authentification. Donc, qui peut avoir accès à quoi? Donc, quelle demande de mot de passe faire lorsque quelque chose est modifié? C'est sympa, il y a très très peu de personnes qui proposent ça. Là, ici, vous pouvez configurer le gestionnaire de connexion. Donc, vous pouvez choisir d'avoir GDM ou XDM, sachant que XDM est beaucoup plus basique, évidemment. Et là, ici, vous pouvez modifier quelques paramètres vis-à-vis du grub. Vous pouvez choisir comment ça se passe. Donc si vous voulez grub, si vous voulez Lilo, mode graphique en mode texte. Voilà, donc là, perso, remettons en mode graphique, on fait annuler. Et nous avons vu toute cette partie-là. Et là, ici, bien évidemment, pour ceux qui n'y avaient pas déjà pensé, c'est une interface qui était déjà disponible à la base sur les vieilles Mandriva et qui est disponible également sur Mageia de nos jours. Alors, moi perso, ça m'a fait extrêmement plaisir de voir ça parce que la fois où j'avais testé Mandriva, il y a un bon moment de ça déjà, à l'époque, en fait, quelques temps après que je teste Ubuntu, donc la 8.10, la toute première Ubuntu que j'ai testée, la 8.10, j'ai testé quelques temps plus tard Mandriva 2008, et il s'avère que j'ai été assez satisfait de la distribution, tout autant qu'Ubuntu, honnêtement. À l'époque, c'était vraiment quelque chose que je fédérais puis que j'aimais bien. De nos jours, c'est un petit peu différent. Alors, de base, il y a 1189 paquets. Si je vous lance un terminal à l'heure actuelle, sachez que sur ce terminal, un NeoFetch est fait automatiquement. Sachant que si je tape NeoFetch, il me le refait sans aucun problème. Alors, là maintenant, il y a 2280 paquets parce que j'en ai rajouté une palanquée. Mais bon, rien ne vous empêche de le faire ou de ne pas le faire. Donc, de base, j'avais 250 mégaoctets de RAM consommé. Avec CUPS préinstallé, préconfiguré, tout était réglé. Il n'y avait pas de... Alors, c'était la distribution stock, mais tout était présent. Les thèmes d'icônes n'ont pas été changés. Les barres de fenêtre ont été changées. Par contre, celles de base sont vraiment beaucoup trop hiteuses. Et Sakura est le terminal proposé par défaut. Et ça, rien que de voir ça, ça me plaît, parce que vous savez, si jamais vous avez déjà vu certaines de mes vidéos, j'utilise Sakura parce que c'est le terminal que j'avais trouvé sur les dépôts de Arch Linux et de Manjaro le plus léger, c'est-à-dire que c'était vraiment la base. Et ça, l'intérêt d'avoir un terminal aussi léger, c'est que ça ne sert à rien d'avoir des options partout dans son terminal quand on est utilisateur lambda. Et je me prétends pas être quoi que ce soit de plus. Donc avoir de base, ici qu'on nous propose entre guillemets un NeoFetch de base, c'est plutôt cool. Bon, après, j'aimerais quand même noter que là, ici, ça fait un petit peu moche de voir ça. Normalement, ça devrait être par là, ici. Mais bon, ça c'est un petit peu pinaillé. Alors, le kernel ici, vous le voyez en... ici, voilà, 5.3.18. Alors, pourquoi 5.3.18 et pas 5.4? Alors, le kernel 5.4 est tout à fait disponible, c'est pas un problème, mais il y a un truc à faire. C'est l'installer, donc aller dans les dépôts de LinuxOS sur Synaptic, et installer le kernel. Donc après, il se configure tout seul. Sauf que après, si vous le faites pas, vous resterez indéfiniment en 5.3.
Et idem pour les versions plus récentes. Si jamais la version actuelle propose maintenant le kernel 5.4, la version qui sortira en février, si jamais elle propose le kernel 5.4, vous resterez bloqué en kernel 5.4 si jamais vous ne faites pas la mise à jour manuellement. Alors c'est un avantage pour la stabilité, mais c'est à peu près tout. Alors, beaucoup de logiciels, comme je le disais tout à l'heure, sont proposés, mais il n'y a pas un seul Flatpak, un seul Snap dans les dépôts. Tout ce que je vous montre là ici, si je tape sur, par exemple, alors allons sur quelque chose comme bureautique, voilà. Alors je n'ai pas LibreOffice d'installer, pour des raisons qui m'échappent, parce que il me semblait l'avoir installé. Mais si je vous sors une application de type Firefox, si je démarre une application sur la catégorie internet de type Google Chrome, oh, magnifique, d'accord, c'est extrêmement gentil de me spammer dans la gueule des sons de notifications pour des enchères que j'ai perdues, magnifique, voilà, ça ne m'intéresse aucunement, mais ils l'ont fait, voilà. Bon. Alors, si on va ici, voilà, donc sachant que lorsqu'on francise la distribution qui n'est pas francisée de base, il y a l'outil pour le faire directement dans les paramètres. Pour passer en français, il vous installe tout ce dont vous avez besoin. Là, ici, si vous allez dans About, vous avez un Firefox à jour sans aucun problème, quoi. Puis là, pareil ici. Alors là, par contre, ce que nous avons ici, je dirais que c'est un petit peu buggé tout ça. Alors, évidemment, le Google Chrome, lui, il va nous faire chier. Et là, c'est un petit peu les problèmes que je rencontre entre guillemets avec cette distribution, c'est que on voit qu'ils ont eu envie de faire de sincères efforts, mais là, sur certaines applications, ils ont vraiment raté le coche. Pourquoi intégrer des trucs qui sont aussi buggés, entre guillemets? Alors, est-ce que c'est commun à la OpenBox ou pas? Je n'en ai aucune idée. Donc nous allons la laisser dans un coin, parce qu'elle n'est pas complètement plantée, il a l'air toujours de se passer des trucs. Logiquement, on devrait voir d'ici quelques secondes passer à 21h34. Voilà, donc elle n'est pas complètement buggée. Voilà, elle est, on va dire, partiellement là, quoi. Donc on va la laisser dans son coin, et je vais vous montrer ce que donne la KDE Darkstar. Voilà. Donc d'ailleurs, vous voyez que rien ne s'affiche, on ne voit même pas le mot de passe ni quoi que ce soit se décider. Franchement, c'est le lock screen est moyen sur toutes les versions que j'ai pu tester. Mais ça n'empêche pas que j'aime beaucoup cette distribution. Voilà. Donc le lock screen est un peu pourri, la distribution met du temps à démarrer. Là, voilà, ça met un certain temps, et vous vous dites que vous allez avoir un magnifique KDE, quelque chose de magnifique qui va se passer derrière. Voilà, donc déjà vous avez une petite bout de chime qui donne, entre guillemets, envie d'être utilisée. Et là après, plus rien. Voilà. Il conviendra de laisser la distribution démarrer. Nous allons nous concentrer sur la version Trinity. Donc ici, Europe, je vais choisir Paris. Voilà. Donc next. Alors oui, je voudrais bien synchroniser ma distribution, l'heure de ma distribution via NTP, et oui, je voudrais bien synchroniser tant UTC entre guillemets. Donc, alors, c'est pas vraiment UTC, parce qu'en UTC, je ne crois pas qu'il soit réellement 21h35, mais en local par rapport à la zone sur laquelle je suis. Donc, c'est-à-dire que il est envoyé à la RTC, donc à la pile, entre guillemets, au Quartz qui stocke l'heure dans votre ordinateur. Il est envoyé comme information de donner la bonne heure, et puis qu'il n'y ait pas d'erreur. Ce qui peut être utile notamment si vous faites des dual boot. Donc là, il nous force à avoir un mot de passe de 2 caractères, donc du coup je vais mettre
2, 3, 4, évidemment. Voilà. Vous pouvez choisir ici de vous connecter sur un serveur LDAP, sur un Active Directory. Alors NIS, je ne sais pas à quoi ça correspond. Et LDAP, c'est l'authentification sécurisée sur... enfin, Kerberos 5 qui est l'authentification sécurisée sur les LDAP. Voilà. Donc là ensuite, nous faisons Next. Donc l'icône, vous avez plusieurs icônes ici, donc on va mettre Gameter, 1, 0. Donc là on va mettre 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Advanced, donc là vous pouvez choisir dans quel groupe vous êtes. Si jamais vous savez à quoi ça correspond, pourquoi pas. Donc là ici on retrouve le même... voilà. Donc là par exemple je mets l'entrée de mot de passe, il ne s'est rien passé, il faut d'abord cliquer ici. Voilà. Donc là ensuite après il se passe quelque chose. C'est assez cool. Allons voir un petit peu ce qui se passe ici. Eh bien, il ne se passe absolument rien. Donc bon, parfois, j'ai de mauvaises expériences avec ce système-là. Honnêtement, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Mais là, en l'occurrence, il s'avère que ça ne marche pas du tout. Je suis déçu. L'autre fois, elle a démarré, j'ai eu différents bugs. Donc ça, la Darkstar, alors, je pourrais dire que oui, je devrais tester ça sur une vraie machine, pas sur une machine virtuelle. Il est vrai. Il est vrai. Mais franchement, alors, voilà, donc bon, là pour l'instant ici, je suis obligé de rester sur US English. Système behavior préféré. Alors, je peux choisir Trinity de ressembler à Windows, à macOS, à Unix. Ça peut être assez intéressant, donc je vais choisir notamment Microsoft Windows pour le focus on click notamment, qui est présent sur toutes les distributions finalement. Donc ici vous faites des double clics pour ouvrir pour sélectionner, ce qui n'est pas le cas notamment sur macOS et sur Unix, car macOS est un système dérivé, on va dire entre guillemets, de Unix. Donc ici vous mettez sur Next. En fonction des paramètres de votre comment s'appelle de votre machine virtuelle, vous allez pouvoir activer ou désactiver des effets. Donc là je vais tous les mettre pour une raison qui m'échappe. Mais vous avez plusieurs styles ici. Donc moi perso j'aime bien le style plastique. Voilà, qui est propre, basique. Donc après vous avez le thème Redmond qui fait penser à celui de Microsoft. Voilà. Donc moi perso le thème plastique me semble correct. Voilà, donc là ensuite j'appuie sur Finished. Et logiquement il devrait se passer quelque chose. Si c'est le cas, ça serait plutôt cool. Voilà. C'est beau, ça démarre. Magnifique. Voilà, donc bon. Donc bon, là on a un petit programme d'aide qui est assez sympa, bien évidemment. Là on a l'aide de Trinity, donc About Trinity, fork de KDE 3.5 bien évidemment. Et là donc du coup il vous explique comment marche l'intégralité du système. Et là vous avez des applications qui sont pressées. Donc vous avez Conqueror, donc Conqueror qui est quelque chose d'obsolète de nos jours bien évidemment. N'utilisez pas Conqueror pour plus que explorateur de fichiers et accéder à des sites assez basiques. Donc, vous avez beaucoup de paramètres ici qui sont proposés puis qui sont fragmentés, c'est assez sympa. Vous avez notamment toujours Kwrite et Kate pour les éditeurs de texte. Quelque chose qu'on trouve encore ici, là-haut, sur la KDE Plasma, toute récente. D'utility, vous pouvez ici avec Firefox, VirtualBox, je veux dire, effectuer différents tests. Vous pouvez ici installer les VirtualBox Edition. Ça, c'est ce que je vais faire tout de suite, avec un script tout à fait correct, qui s'exécute là ici, et puis ça fonctionne bien. Ça, c'est beau. C'est quelque chose qui fait plaisir. Et c'est là que moi, personnellement, j'aime beaucoup Trinity. C'est quelque chose de très très beau. Alors, c'est vieux, c'est très très vieux,
ça fait très très kitsch, mais ça fonctionne bien. Voilà, Trinity, à propos de Conqueror, bon, c'est un Conqueror qui est un vieux programme qui est de nos jours un navigateur internet gestionnaire de fichiers assez Eco+. Mais là, franchement, pour ça, en tant que distribution pour les débutants, je trouve que c'est plutôt correct. Bon, on a une nouvelle output, super. Enfin, on a un control center ici qui est assez sympa. Bon, sachant que vous avez aussi celui de PC Linux OS. Mais là, du coup, comme je vous l'ai déjà montré, je vais vous montrer celui de Trinity. Donc vous pouvez régler vos différents paramètres ici. Et là, vous pouvez gérer vos styles. Donc là, vous en avez même encore plus. Donc là, par exemple, si je fais TDE classique, qu'est-ce que ça propose? Voilà, donc c'est assez moche, je trouve. Voilà, donc astéroïde style. Voilà, donc ça c'est assez moche aussi. B3 KDE, qu'est-ce que c'est? C'est moche. Ouais, donc même MS Windows 9X n'est pas tellement plus Qt Curve. Là, c'est normal. Et j'aimerais bien retrouver mon plastique. Voilà, qui finalement est ce qu'il y a de plus propre. Alors ici on a le theme manager donc qui permet d'installer, voilà, et puis de sélectionner différents thèmes, tout ce qu'il y a de plus classique, et il s'avère que tout est vraiment très très sympa à gérer, et que vous avez la même personnalisation que sur un plasma de nos jours. Vous avez une personnalisation de haute qualité, avec la possibilité d'installer, de gérer énormément de choses. Donc là vous avez un correcteur orthographique, vous avez un gestionnaire de session, gestionnaire de service, donc ça c'est aussi présent sur KDE de nos jours. Vous pouvez régler différents aspects pour l'optimisation, donc vous pouvez réduire la consommation de RAM. Voilà. Donc quand on accède à différents fichiers, il va un petit peu optimiser tout ça. Là vous pouvez ajouter des polices. Là ici, vous pouvez choisir ce que vous faites quand vous lisez et gravez des CD audio. Là ici vous avez le haut-parleur système. Vous pouvez régler le haut-parleur système qui est quelque chose d'assez impressionnant. Donc on peut choisir un petit peu à quoi ressemblera le son. Moi perso je trouve ça extrêmement sympa. C'est pas du tout quelque chose qui vient me déranger. Là franchement, je me sens vraiment sur un KDE. Sur un vieux KDE, mais c'est beau. Alors, après, pour être honnête avec vous, c'est pas la meilleure distribution pour utiliser Trinity, mais c'est quand même assez sympa parce on a toujours notre Trinity, entre guillemets, il fonctionne correctement. Et pour installer des applications, c'est toujours, je suppose, de la même manière. Alors il faudrait que je retrouve voilà, Synaptic Package Manager parce qu'il n'y a pas d'autre chose non plus sur distribution. Ça, BleachBit est préinstallé d'ailleurs, c'est quelque chose que ça je trouve assez cool. Et combien avons-nous de paquets installés? 1500. Donc là après il suffit de reload le fichier ici, donc 1500 contre 1189 pour la version OpenBox, qui est logique puisque Trinity consomme un petit peu plus, c'est un environnement de bureau plus lourd. Ça se comprend sans aucun problème. Par contre, est-ce que ça justifie? Je ne sais pas. Je ne pense pas, selon moi. Ça reste quelque chose d'assez basique. Mais basique, mais fonctionnel. Voilà, on met les petits pots dans les grands et on rajoute un petit peu de matière pour voir ce que ça va donner, et là on trouve quelque chose d'assez sympa finalement. Enfin, il n'y a rien de vraiment négatif à noter. Donc, finalement, on a à peu près tout vu, tout ce que j'ai noté ici. Voilà, je voulais aussi noter un truc pour toutes les personnes que ça peut éventuellement perturber. Là, ici, la distribution, je ne peux toujours rien faire, mais étonnamment, elle n'est pas morte parce qu'elle affiche toujours 21h46. Et je pense que la plupart des bugs que je rencontre viennent du fait que tu utilises une machine virtuelle. Ça n'est absolument pas quelque chose que je peux critiquer, entre guillemets. L'autre fois,
avec la Open Mamba, je pouvais dire que c'était un problème inhérent à la distribution, mais là, c'est la machine virtuelle. Donc c'est pas être de mauvaise foi que de dire ça, c'est vraiment parce que c'est le cas. Sur ce, je pense qu'on a à peu près tout vu. Donc là, ici, vous voyez en bas que les paquets ont été... Voilà, donc on a 16 272 paquets, on a exactement tout ce dont on a besoin. Donc, il y a toutes les catégories ici. Je pense qu'on a à peu près tout vu. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine.